révélation du secrétaire particulier du défunt général chef d'état-major Gaïd Salah. Deuxième vidéo, Toufiq, première partie, traduction en français. L'ancien lieutenant général du DRS Toufiq, chef de l'institution légendaire Toufiq, une figure narcissique qui s'est entouré de médias de propagande d'une manière mystérieuse et s'est présenté comme le Superman indomptable. Il s'est même fait appeler le seigneur de l'Algérie, Rab Dzaïr, depuis les années 90. Il a travaillé dans l'ombre et a exercé son règne à travers ses pions, qui sont les chefs des gouvernements de façade, qui lui doivent une loyauté absolue, tels que Ouyahia, Sellel et bien d'autres. Le dirigeant caché de l'ombre exerçait son règne dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'heure de vérité arrive et que tout le monde découvre qu'il ne s'agissait que d'une structure en carton et que cette statue de neige a fondu grâce au lieutenant général Ahmed Gaïd Salah. Il a utilisé l'affaire du terrorisme pour accroître son influence politique et financière en employant de mauvais politiciens pendant les années 90 et il a contribué à la politique de vente des institutions publiques contre dinars symboliques à ses proches, comme Rabrab par exemple, et il a ouvert l'importation à une grande échelle. Après l'arrivée de Bouteflika en 1999, son influence a un petit peu diminué et en 2004, il a pu exploiter la campagne électorale pour se débarrasser du défunt général Al-Ammari, lorsqu'il lui a dit que les sondages d'opinion menés par le DRS à l'époque montrent que Ali Ben Fliss avait plus de chances pour gagner. Toufiq a dit à Bouteflika que l'Ammari appuie Ben Fliss contre lui. Ils se sont entendus à former un pacte secret contre Al-Ammari, chef de l'armée. Toufiq savait que Bouteflika avait plus de chances pour gagner. Il a voulu se débarrasser d'Al-Ammari et de Gaïd Salah, le commandant des forces terrestres, en mettant ces derniers dans la liste des retraités potentiels. Après la victoire de Bouteflika pour un deuxième mandat, le général Al-Ammari a démissionné et Toufiq pensait que l'alternative serait le général de division Bey El-Saïd, qui est originaire de sa région, mais Bouteflika a nommé le général de division Ahmed Gaïd Salah et l'a informé qu'il était sur la liste des prochains retraités sous une consigne de Toufiq. Lorsque le général Ahmed Gaïd Salah était nommé chef d'état-major, l'armée n'était pas bien organisée et était très mal équipée. Il a donc dressé un plan de développement des forces et des structures au niveau de la formation et de l'équipement et redessiné les plans de lutte contre le terrorisme. Toufiq a essayé par tous les moyens d'entraver le bon déroulement de ce plan, mais cela n'a pas réussi face à la rigueur du lieutenant général Gaïd Salah. Il a passé ensuite une autre ruse en disant à Bouteflika que Gaïd Salah voulait prendre sa place. Il lui a donc proposé de diviser l'armée et le pouvoir en deux parties. Gneiziya a été nommé ministre délégué à la Défense en 2005. Il était responsable de l'administration et des directions. Quant au chef Salah, lui, était responsable des régions militaires et des commandants des forces. Toufiq a réussi cette fois dans la politique de diviser pour régner, mais la fermeté du chef Salah, sa sagesse et ses capacités de leadership lui ont permis de garder son contrôle sur Gneiziya, Abdul Malik, qui avait des capacités de leadership bien limitées. Aussi, parce que les administrations et les directions qui étaient sous l'autorité de Gneiziya étaient plutôt loyaux envers Gaïd Salah. Après cela, Toufiq a déclenché un conflit entre le général de division Boustila, qui était chef de la gendarmerie et Gneiziya, afin de séparer l'institution de la gendarmerie du ministère de la Défense, de sorte que Gneiziya n'aurait aucun poids dans le service de la gendarmerie, ce qui a créé un grand problème à ce moment-là.
Bouteflika a pu contrôler la situation en mettant le service de la gendarmerie sous la responsabilité de Gaïd Salah. Toufiq a réussi à écarter Al-Ammari, n'est pas sorti gagnant de ce conflit comme il l'espérait. Il est donc passé à une autre ruse. Toufiq a informé le président Bouteflika d'une affaire qui remontait à 2006, quand l'Algérie a acheté des avions à la Russie qui étaient censés être neufs, mais il s'est avéré qu'ils ont été utilisés pendant la guerre en Afghanistan et en Union soviétique en 1978. Et ils ont été repeints et reconfigurés. Le président Bouteflika a envoyé un télégramme au lieutenant-général Gaïd Salah s'enquérant de cette affaire. Ce dernier a écrit à la patrie russe, qui est chargée de la vente des armes et du grand matériel au sein de la Fédération de Russie. Pendant une réunion entre les deux parties dans le bureau de l'état-major, Gaïd Salah a demandé avec un ton élevé de retourner ses avions et que toute intransigeance du côté russe aurait des conséquences qui risquent d'aller jusqu'à la rupture définitive des relations militaires et coopération militaro-technique entre les deux pays. Le lieutenant-général Gaïd Salah a écrit un télégramme au président de la République l'informant de ce qui s'était passé entre lui et la patrie russe et que ses avions ont été retournés et remplacés et que l'Algérie n'a pas encore payé le montant de l'accord et que le coupable du scandale est le général de division Lounès Abdelkader, le commandant de l'armée de l'air. Il a exigé donc son retrait. Il a demandé que la direction centrale de la sécurité de l'armée soit fusionnée avec l'état-major de l'armée nationale populaire, car il a vu qu'il était inacceptable que la direction de la sécurité de l'armée du DRS n'ait pas envoyé un rapport au chef d'état-major sur cette affaire, alors que Toufiq était au courant de tout. Le commandant de l'armée n'était pas au courant. Certaines choses lui ont été cachées et comme le général de division Lounès Abdelkader est d'origine kabyle, Toufiq s'est chargé de l'affaire et il est intervenu auprès de Bouteflika pour ne pas le renvoyer à la retraite. Lounès Abdelkader était celui qui nomme les membres du comité chargé de suivre le dossier de la réception des avions. Il n'a pas rempli pleinement son devoir. Toufiq n'arrêtait pas de créer des obstacles en critiquant ce programme. Il envoyait des rapports au président parce que le lieutenant-général Gaïd Salah ne l'avait pas consulté et ne lui avait pas prêté aucune attention. Le général de corps d'armée Gaïd Salah a continué à défendre son programme avec force et intelligence en construisant une armée moderne capable de faire face à tous les défis. Une histoire pleine d'intrigues et d'escalades sur les coups d'anciens adversaires. Auparavant, le DRS profitait de l'état de terrorisme pour brouiller les papiers et accroître son emprise sur les centres de division et de décision en utilisant ces dossiers afin de maintenir l'état de chaos qui lui permet de contrôler les wali, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre par la création du soi-disant Conseil de sécurité au niveau des daïras, des wilayas et du ministère de l'Intérieur. Les officiers du DRS imposent ces réunions pour dicter leur logique et accroître leur influence à travers les procès-verbaux qui ressortent de ces réunions, qui sont à l'origine basés sur de fausses enquêtes des anciens officiers du DRS, au cas où tout wali ou chef de daïra qui ne se conformerait pas à leur caprice sera éliminé parce qu'il ne coopère pas avec eux dans la lutte antiterroriste. Au niveau des commandants des secteurs opérationnels militaires, les anciens officiers du DRS n'ont pas fourni d'informations sur le mouvement des terroristes qu'après leur départ. Et lorsque les détachements de l'armée sont déployés pour le ratissage et la traque, ils ne trouvaient que des traces et des restes
de la nourriture des terroristes. Dans le cas où certains commandants du secteur leur reprocheraient de ne pas leur avoir communiqué l'information à temps, des ruses étaient manigancées contre eux en leur communiquant des informations sur le nombre d'un groupe de terroristes, en réduisant leur nombre et la zone exacte de leur présence. En cas de confrontation avec les militaires et en cas de perte au sein des militaires, un rapport est préparé à la direction contre ces commandants du secteur de la part des officiers du DRS, disant que ces commandants n'appliquent pas les instructions concernant la lutte contre le terrorisme, ce qui a conduit à des pertes dans l'armée pour éliminer ces commandants. Parfois, les officiers du DRS dirigent les soldats sur un chemin de ratissage, sachant qu'il y a des bombes sur le chemin. Et quand les soldats sont blessés, ils rédigent un rapport contre les commandants d'unités et de secteurs pour se débarrasser de ceux qui ne suivent pas leurs caprices. Tous leurs rapports indiquent qu'en cas de résultat positif dans la lutte contre les terroristes, toute victoire leur sera attribuée, mais en cas d'échec, la perte sera attribuée aux militaires sous des prétextes falsifiés, comme quoi ils n'ont pas mis en œuvre les directives de lutte contre le terrorisme ou n'ont pas fait bon usage des informations et autres arguments peu convaincants. L'important est qu'ils soient toujours loin de toute critique, le succès pour eux et l'échec pour les autres. Révélation du secrétaire particulier du défunt général chef d'état-major, Gaïd Salah. Troisième vidéo, Toufiq, deuxième partie, traduction en français. Avec le grand nombre de frappes de l'armée contre les terroristes, la loi de réconciliation a limité le terrorisme et a permis aux militaires de mener des frappes douloureuses aux terroristes dans leurs bastions. Ce qui a imposé la réconciliation à travers le général Hassan Ait Ourabi, chef du service de recherche et de lutte contre le terrorisme, SCORAT, qui a rejoint les rangs de l'armée avec le grade de caporal. Il était chauffeur pour la deuxième épouse de Toufiq dans la wilaya de Bel-Abbès, quand Toufiq était directeur régional de la sécurité de l'armée à Oran, à l'époque où Chedli Ben Jdid était le commandant de la région militaire d'Oran. Et l'Arbi Belkhair, l'ami de Toufiq, secrétaire général de la même région militaire. Où Hassan, par l'intermédiaire de certains terroristes repentis en échange d'argent, a recruté de nouveaux groupes terroristes contrôlés dont les membres viennent de zones pauvres. Ces nouvelles recrues sont endoctrinées par la pensée djihadiste et de l'expiation et il les influence pour qu'ils puissent mener des opérations suicides et que le paradis est leur objectif et d'utiliser ces groupes et de les financer avec des armes et des informations par le biais de dirigeants repentis à double tâche qui sont intéressés par l'argent pour continuer à contrôler et à influencer les institutions de l'État dans ce dossier et créer un état d'instabilité et maintenir un état de conflit et de confrontation et risque sécuritaire. Chaque fois que l'armée obtient de bons résultats en neutralisant et en éliminant des groupes terroristes, ces victoires ont été transformées par de nouvelles frappes contre les soldats et les pertes de vie par les groupes terroristes contrôlés par le DRS. Tout cela pour montrer que l'armée est incapable de maintenir la sécurité. Comme ce qui s'est passé en 2002 lorsque le général de corps d'armée Al-Ammari a organisé une rencontre télévisée avec les hauts commandements de l'armée et a déclaré que le terrorisme et l'intégrisme avaient été éliminés, promettant la victoire. En conséquence, le général
Tawfiq a orchestré plusieurs embuscades contre les soldats par les groupes contrôlés en causant des pertes de vie humaines et matériel militaire. L'objectif était de nuire à la réputation de l'armée et de garder l'ancien DRS contrôlant les fils du jeu depuis les coulisses, par Tawfiq. La réunion a été diffusée par la chaîne Al Jazeera et dans le cas où certains commandants d'unités se plaignent de certains officiers de sécurité, ces derniers sont remplacés par d'autres qui sont plus insidieux et plus rusés que ceux qui les ont précédés, et ils créent plus de problèmes que leurs prédécesseurs, de sorte que le commandant de l'unité de combat regrette les anciens officiers de sécurité. Dans le cas où une plainte est déposée contre le nouveau commandant de l'unité, ils argumenteront qu'il est contre le service de renseignement, qu'il ne sait pas gérer son unité. Il crée beaucoup de problèmes pour lui, alors il doit s'adapter à cette situation. Il plaçait quelques restes de denrées alimentaires, bouteilles et canettes dans des endroits isolés à travers certains agents doubles, sous prétexte que des terroristes sont passés par ici pour argumenter et augmenter le degré de risque et épuiser les soldats en ratissant ce site. Puis ils écrivent des rapports disant qu'ils ont fourni des informations utiles et que les commandants d'unités n'ont pas fait bon usage. Parfois, ils ont même eu recours à placer des bombes artisanales sur le site de ratissage pour se débarrasser de certains commandants d'unités et contrôler les nouveaux, en suivant leur plan, comme cela s'est produit dans la ville de Sidi Bel Abbas, où des officiers de la sécurité intérieure ont posé des bombes sur le chemin des soldats. Des appels entre des officiers de la sécurité intérieure et un élément de soutien au groupe terroriste ont été interceptés, ordonnant le placement de bombes qui a causé la mort d'un soldat et 2 blessés. Par conséquent, les officiers du bureau de la sécurité intérieure ont été renvoyés devant le tribunal militaire d'Oran et ont été condamnés. Depuis cette opération, aucun militaire n'a été tué dans le secteur de Sidi Bel Abbas. Cette opération est documentée avec l'enregistrement audio et les aveux des accusés au tribunal militaire d'Oran. Après que l'armée ait acquis des caméras thermiques pour la vision nocturne, et malgré le grand nombre d'embuscades dans les secteurs opérationnels, les agents de sécurité du DRS fournissaient aux groupes terroristes des emplacements et des informations sur la présence des militaires et les embuscades afin qu'ils puissent éviter et se déplacer librement la nuit en contournant les embuscades militaires. Et parfois, les caméras les montrent en train de bouger de loin, évitant les embuscades en dehors de la zone d'échange de tir, marchant en toute confiance. Les groupes terroristes contrôlés par le DRS commandaient des armes au général Hassan, qui à son tour demandait aux groupes armés du désert d'apporter des armes de Libye ou du nord du Mali. Et il répondait aux demandes en échange d'argent. À une occasion, les groupes terroristes ont demandé des armes pour le groupe de terroristes de Tizi Ouzou, qui ont payé le prix de ces armes au général Hassan à travers son intermédiaire. Hassan n'a pas apporté les armes au groupe à temps en raison du grand nombre de mouvements militaires dans la région. Le général Hassan, devant l'insistance des terroristes d'obtenir leurs armes, s'en est débarrassé en dressant un stratagème affirmant qu'il a apporté les armes et elles seront livrées à l'endroit désigné, de sorte que les terroristes sont venus à cet endroit qui abritait des soldats qui leur tendaient une embuscade et le groupe terroriste a été éliminé par l'armée.
D'un autre côté, le général Hassan s'est débarrassé du groupe parce que cela l'embarrassait. Si Hassan ne les avait pas éliminés, ils auraient informé le reste des groupes que le général Hassan n'est plus digne de confiance. Les officiers scorates, dirigés par le général Hassan, disposaient également d'une juridiction nationale afin qu'ils se déplacent et s'activent sur tout le territoire national sans aucun égard pour les régions militaires, ce qui est une méthode illégale. Mais c'était sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme. Quant au général Djabbar Mhenna, le directeur central de la sécurité de l'armée, il recrutait des généraux et des officiers supérieurs de l'armée en les faisant chanter en mettant leur téléphone et ceux de leur famille sur écoute. Lorsqu'il remarque des soupçons contre les cadres de l'armée, comme la corruption financière, les relations suspectes ou les relations extra-conjugales, Djabbar Mhenna écrivait ces allégations dans un message en prétendant qu'il s'agit d'une lettre anonyme adressée à lui afin de signaler les méfaits. À son tour, Djabbar convoque l'officier soupçonné par le message inconnu. Djabbar lit le contenu du message et lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il ne le dira pas au lieutenant-général Gaïd Salah et déchirera le message inconnu devant cet officier. De cette façon, il a pu recruter la plupart des officiers. Par exemple, il y a eu un accident d'un avion de la marine. Par conséquent, le général Djabbar Mhenna a dit au commandant des forces navales, le général de division Nassib, qu'il ne devait pas s'inquiéter et de ne pas en parler au lieutenant-général Gaïd Salah, tandis que Djabbar a informé le général Tawfiq de l'accident, qui à son tour a informé le président de la République en disant que l'utilisation des avions est mal gérée et que Gaïd Salah dissimulait des faits. Alors, le président de la République a envoyé une lettre au lieutenant-général Gaïd Salah s'enquérant de l'affaire. À ce moment-là, le lieutenant-général Gaïd Salah a convoqué le commandant des forces navales et l'a réprimandé et lui a demandé pourquoi il avait dissimulé l'incident. Il lui a dit la vérité que Djabbar lui avait demandé de le faire, alors le lieutenant-général Gaïd Salah a émis un avertissement envers lui. Et le résultat fut que le général de division Nassib travaillait pour Djabbar. Après cela, le lieutenant-général Gaïd Salah a informé le président de la République des circonstances de l'affaire. Il lui a demandé de remettre la direction de la sécurité des armées sous l'autorité de l'état-major des armées et non du département de l'information et de la sécurité. Un autre exemple est un accident mineur concernant un camion porteur de missiles S-300 pour la défense aérienne dans la capitale. De la même manière, le général Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, chef du département de sécurité de l'armée pour la défense aérienne à Hussein Dey, a demandé au général de division Amrani Ammar, commandant de la défense aérienne de la région, de ne pas s'inquiéter de l'incident et qui sera dissimulé. Mais il a informé Djabbar Mhenna, qui à son tour a informé Tawfiq, qui à son tour a informé le président de la République de cet incident, car Tawfiq était contre l'acquisition des missiles 300S, car il voulait que l'armée demeure faible. À son tour, le président de la République a contacté le lieutenant-général Gaïd Salah, qui a convoqué le général de division Amrani Ammar, commandant des forces de défense aérienne, et lui a demandé pourquoi il a caché l'incident. Il lui a dit que c'était le général de division Djabbar qui lui avait demandé de faire cela. À son tour, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a informé le président de la République des circonstances de l'incident. Il lui a dit que le général de division Djabbar
est celui qui est derrière toutes ces fabrications et il lui a de nouveau demandé de rattacher la direction de la sécurité de l'armée à l'état-major de l'armée nationale. Et qu'il est déraisonnable que des choses se passent dans l'armée qui sont cachées à la direction et à son commandement. Un autre incident grave a été commis par le général de division Djibbar Mhanna par l'intermédiaire de son gendre au grade de commandant qui était en charge de la tour de contrôle de l'aéroport militaire d'Oran et du vol de nuit de 2 avions de chasse MiG-29 le 10 décembre 2012. Le beau-frère de Djibbar était responsable de l'accident des 2 avions MiG-29 car il n'avait pas donné les bonnes coordonnées nécessaires aux pilotes, ce qui a entraîné une collision et leur chute. Avec la complicité du général de division Lounes Abdelkader, commandant de l'armée de l'air, du général de division Bey Saïd, commandant de la 2e région militaire, et du général de division Amrani Ammar, commandant des forces de défense aérienne du territoire. L'enquête a été falsifiée et l'accusation a été portée contre 2 caporaux en chef. Le nom du beau-frère de Djibbar Mhanna a été retiré de l'enquête. Le but de cette opération était de porter atteinte à la réputation de l'armée russe, c'est-à-dire de décrédibiliser Gaïd Salah et son image devant le président de la République à l'époque. Même le général de corps d'armée Gaïd Salah n'était pas au courant de ces circonstances et de la suppression du nom du gendre de Djibbar et de la complicité, d'un côté celle du général de division Lounes et Bey Saïd, qui sont tous deux d'origine kabyle. De l'autre côté, la complicité du général Ammar Amrani avec Djibbar Mhanna, car en 91, Amrani appartenait au groupe et au mouvement islamique et adoptait leurs idées et était en contact avec eux. Le général Ammar a été incarcéré dans cette affaire pendant 1 mois et a été couvert par Mhanna. Depuis ce temps-là, il a été engagé comme agent au sein du DRS, tout en démontrant une fausse loyauté envers les dirigeants de l'armée. Il est préférable de réouvrir une enquête sur le crash des 2 avions ou que les familles des victimes portent plainte, ou alors contacter les 2 caporaux en chef victimes de ce complot afin de révéler la vérité de cet incident, car ça constitue un crime prémédité qui demeure imprescriptible, ou de contacter les membres du comité de l'enquête et ceux qui ont demandé la suppression du nom du beau-frère de Djibbar Mhanna, responsable de la tour de contrôle qui porte le grade de commandant. Révélation du secrétaire particulier Bounouera, du défunt général chef d'état-major Gaïd Salah, 4e vidéo, Toufiq, 3e partie. Le lieutenant-général Toufiq avait des bras sécuritaires, le général de division Djibbar et le général de brigade Hassan, ainsi que ses bras politiques Ouyahia et Sellal, et son bras financier Rabrab, qui étaient tous de sa région. Rabrab n'était pas qu'un simple comptable, alors que Toufiq a fait de lui l'homme le plus riche au pays. Il est également son associé financier, qui lui facilitait toutes les opérations d'importation et lui a permis d'avoir le monopole de l'huile et du sucre, en prenant ainsi tout un peuple en otage. Toufiq, intervenu aussi pour que Rabrab échappe aux impôts. Il lui facilitait les activités afin de faire passer de l'argent vers l'étranger en gonflant les factures de la matière première, de l'huile, et aussi en créant une petite compagnie pour son gendre en Suisse, qui se chargeait d'acheter la matière première de l'huile et du sucre de la compagnie mère et le revendre à Rabrab
à des prix très très élevés. Bien sûr, la différence des prix restait en Suisse et c'est ainsi que Rebrab a fait une fortune qui s'élevait à 5 millions de dollars, 100 000 milliards de centimes, à l'étranger. Il a des investissements en France de 2 milliards de dollars, au Brésil, en Corée du Sud et en Suisse. Tous grâce aux factures gonflées. Sinon, comment pourrait-il expliquer la source de sa fortune et comment a-t-il pu se retrouver à l'étranger? Quant aux bénéfices de Tawfiq, qui découlent de son alliance financière avec Rebrab, il restait en France sous la gestion de la fille de Tawfiq, qui réside à Nice et qui fait le va-et-vient entre l'Algérie et la France. Tawfiq avait aussi des bras médiatiques. Le colonel Fawzi était responsable des médias. Il octroyait des contacts publicitaires à la presse par l'intermédiaire de l'ANP. Tous les médias étaient sous son contrôle, à l'exception de 2 journaux, Al Watan et Liberté, qui appartenaient à Rebrab, l'ami de Tawfiq. Après l'échec du DRS dans le dossier antiterrorisme et la révélation de certaines vérités, Gaïd Salah a retiré le dossier des mains du DRS pour l'attribuer au comité d'état-major opérationnel en 2007. Le CEMO est composé d'un président et de membres, le général de corps de l'armée chef d'état-major, le président du comité et les membres suivants. Le chef du service de l'information et de la sécurité, le commandant de la gendarmerie, le directeur de la police et le chef du service de recrutement et de la préparation au niveau national. Avec ce nouvel organe, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a placé sous son autorité une nouvelle stratégie globale de lutte contre le terrorisme. Cela était un grand coup pour le général Tawfiq, car le comité a commencé à travailler sous une seule autorité, avec des réunions mensuelles et redéfinir les plans, éviter les lacunes et définir les responsabilités. Ce fut un plan réussi pour unifier les efforts. En 2008, le général Tawfiq a ouvert une enquête sur l'affaire Sonatrach et la compagnie italienne Saipem. L'objectif et le contexte de cette enquête était d'influencer et d'entraver la réélection de Bouteflika après son amendement à la Constitution et l'ouverture des mandats présidentiels en 2009. Le nom de Chekib Khalil a été évoqué car c'est l'ami de Bouteflika et le fils de sa région. Chekib Khalil ne prêtait aucune attention à Tawfiq et ce dernier voulait nommer Ouyahia au cas où Bouteflika ne se présenterait pas aux élections. En 2009, Gaïd Salah a soutenu Bouteflika car il voyait que la réélection de Bouteflika et le prolongement des mandats étaient mieux que Ouyahia, qui allait être une marionnette aux mains de Tawfiq. En 2011, en pleine période du printemps arabe, Tawfiq a essayé de faire un autre complot contre Bouteflika. Il a profité des événements du printemps arabe en ordonnant à Ouyahia d'interdire les transactions qui dépassaient les 50 millions de centimes et a demandé à Rebrab d'appliquer l'instruction qui n'autorise que les transactions par chèque de la part des grossistes. Lorsque Rebrab a refusé de prendre l'argent liquide des commerçants de Bab el-Oued, principalement, il y a eu une grande pénurie qui a provoqué des émeutes en 2011. Bien sûr, Tawfiq et Ouyahia étaient derrière ça, dans le but de renverser Bouteflika en Algérie, à l'instar de la destitution de Moubarak en Égypte et Ben Ali en Tunisie. Cependant, Bouteflika a su acheter la paix sociale en lançant le programme de l'ANSEJ pour les jeunes. Gaïd Salah a envoyé un rapport à Bouteflika proposant d'ouvrir l'importation de l'huile et du sucre à plusieurs concessionnaires économiques afin d'éviter le monopole de ces deux matières essentielles et d'empêcher les incidents similaires. Bouteflika
était en bon terme avec le général-major Ismail, directeur de sécurité intérieure, qui a été choisi par Bouteflika afin de succéder à Toufiq. Après quelques temps, le général-major Ismail décède. Bouteflika soupçonnait Toufiq de l'avoir fait éliminer pour rester en fonction. L'opération Tigre-Turin a révélé plusieurs vérités et a changé le cours des événements. Le 13 janvier 2013, à 5 heures du matin, un groupe terroriste composé de 32 terroristes est entré dans la base El Hayat et la raffinerie Tigre-Turin. J'ai été informée par le directeur de la police au centre des opérations de défense. À mon tour, j'ai informé le chef d'état-major, le lieutenant-général Gaïd Salah, par téléphone à 5 heures du matin. Nous sommes dirigés tout de suite vers le bureau et après avoir pris connaissance des coordonnées du site et connaissant les unités à proximité, nous avons constaté que l'unité la plus proche était la 41, blindée, sous les commandements de Zéanmi. Je l'ai mis en contact avec le chef d'état-major qui lui a demandé d'encercler l'endroit en attendant que les renforts des forces spéciales arrivent. Le lieutenant-général a envoyé par avion le groupe 104 pour des manœuvres opérationnelles de Boufarik à Ain Amenas. Il a envoyé également des renforts des forces spéciales de l'école supérieure des forces spéciales de Biskra et d'autres forces. Vers midi, tout l'endroit était encerclé par d'énormes forces. J'ai contacté le ministère de l'Énergie pour me donner une carte et un plan de l'installation gazière de l'intérieur afin d'élaborer un plan pour la prise d'assaut. Jusqu'à présent, tout allait bien, mais soudain, on apprend que le général Hassan, le colonel Nasser al-Jinn et le major Mouad étaient sur place. La question qui s'est posée, que faisait-il à Tigre-Turin? Qu'est-ce que l'attentat terroriste a à voir avec la présence du général Hassan sur place? À midi, le général de corps de l'armée Gaïd Salah a informé le président de la République de l'incident et il lui a dit que la situation était sous contrôle. Le lieutenant-général Toufiq a contacté le président de la République et lui a demandé de lui permettre de participer dans l'opération. Le président de la République a donc contacté le lieutenant-général Gaïd Salah et lui a demandé de coopérer avec le lieutenant-général Toufiq. Le lieutenant-général Gaïd Salah a refusé de coopérer avec lui dans cette opération car sa mission était de fournir des informations sur le mouvement des terroristes alors qu'il n'en a fourni aucune. Gaïd Salah a également exprimé ses inquiétudes par rapport à la présence du général Hassan dans la région au même moment de l'attaque et qu'il l'avait renvoyé dans un avion militaire. Le général Toufiq a tenté de participer à l'opération, mais en vain. Gaïd Salah a élaboré un plan bien précis pour maîtriser les terroristes qui étaient repartis entre la base Al-Hayat et la raffinerie. Au 3e jour de l'opération, le lieutenant-général Gaïd Salah a ordonné une attaque par hélicoptère pour empêcher le rassemblement des terroristes. Gaïd Salah a suivi en personne le déroulement de cette attaque à partir de son bureau, où il est resté 6 nuits sans fermer l'œil, jusqu'à la fin de l'opération qui a abouti à la mort de 29 terroristes et l'arrestation de 3 autres, sans qu'il y ait des pertes dans les rangs des militaires. C'est une victoire de taille qui a permis à l'Algérie d'éviter de graves conséquences. Tout le monde a reconnu que cette opération a été un défi relevé avec succès. Au même moment, c'était un coup très dur pour Toufiq et son institution qui n'ont pas pu fournir des informations préalables sur cette attaque. Après cette opération, Gaïd Salah a élaboré une loi ordonnant aux agents du DRS de fournir au chef d'état-major toute information et circonstances relatives aux opérations qu'ils mèneront en dehors de leur région
afin d'éviter toute potentielle manipulation. Gaïd Salah a élaboré un plan global de redéploiement des forces dans le désert algérien, où il a établi 4 secteurs opérationnels, construit des unités le long de la frontière, foré des puits avec des unités pour fournir de l'eau et construit des pistes pour les avions afin de faciliter les transferts des forces si nécessaire. Il a également construit des tranchées le long des frontières en plaçant des caméras qui couvrent toute la région. Il a équipé l'armée de matériel de qualité dans le sud et a mis en place une formation spéciale pour l'armée afin de protéger les centres énergétiques, les installations stratégiques et les points sensibles dans cette région qui était sous le contrôle du DRS, qui a échoué sa mission après l'attaque de Tighetourin. Cette attaque avait pour objectif de se débarrasser de Gaïd Salah. Quelque temps après, Bouteflika est tombé malade. Toufiq a donc intervenu en voulant appliquer l'article 88 en plaçant Ouyahia comme successeur de Bouteflika. Gaïd Salah a refusé tout changement politique dans le pays sans lui, ce qui a poussé Toufiq à rebrousser chemin car il avait compris que le président qui le protégeait de Gaïd Salah n'y était plus. 88 jours après la maladie du président, Gaïd Salah a été nommé sous-ministre de la Défense car il avait toutes les forces armées entre ses mains.